Bon, merci d'être venu écouter mon discours, si on peut dire. Alors, le royaume, et bonjour à toutes et à tous, le royaume arabe de Napoléon III. C'est vrai que la notion de royaume arabe, ça peut en surprendre plus d'un, parce que finalement, on a plus l'habitude d'une Algérie qui fait partie de la France avec ses départements, ses routes nationales, sa vie tout à fait, comment dirais-je, comme en métropole. Mais on n'a jamais l'idée d'avoir un royaume, en fait. Et c'est une notion, en fait, que finalement, dont De Gaulle parlait déjà dans les années 50. Donc, lui qui avait un sens, en fait, de l'histoire, on peut aimer ou ne pas aimer De Gaulle, en tout cas, il avait un sens de l'histoire assez poussé. Et notamment, donc, dans ses conversations avec Alain Peyrefitte, on le voit qu'il dit « Sous tous les régimes, l'administration a régulièrement brimé les indigènes au profit des colons. Un seul a compris dans cette impasse où on s'enfonçait, Napoléon III. Il voulait faire un royaume arabe. Il admirait la noblesse des chefs arabes. Le royaume arabe, c'est plus qu'une politique algérienne, c'est une politique arabe. » Donc il fait le lien vraiment entre ce qui s'est passé 130 ans ou 120 ans plus tôt. Donc il y a quand même une sorte de continuité, enfin un héritage si on peut dire. Alors, je vous rassure, hein, je ne vais pas vous montrer des photos de famille du dernier mariage de mon cousin en Algérie, ça n'a rien à voir. Pourquoi je vous montre cette photo-là, en fait, c'est que vous remarquez en fait que dans ce mariage algérien typique, on retrouve des bijoux en or, en fait, sur la mariée, et même sur le marié, en fait. Et si on... Ah oui, ouais. Voilà, c'est mieux là. Et si on regarde le détail de ces bijoux, on commence à voir des visages ici, vous voyez. Et ce visage-là, en fait, c'est l'empereur. C'est l'empereur Napoléon III. Donc, ça prouve quand même que l'empereur Napoléon III a laissé quand même une empreinte très forte auprès des populations autochtones et indigènes d'Algérie. Alors, ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, en fait, que c'est une pratique aussi qu'on retrouve en Turquie, puisqu'en Turquie, les jeunes mariés aussi peuvent acheter des bijoux en or avec des portraits d'Atatürk, en fait, en médaillon comme ça. Mais en tout cas, le fait est qu'en Algérie, c'est l'empereur Napoléon III qui sert de modèle. Donc ça, il n'y a pas de doute, hein, c'est bien lui, avec la barbiche. Donc je vais revenir sur la conquête très rapidement, parce que j'avais déjà bien détaillé ça l'année dernière. Hein. Donc au départ, effectivement, on a la régence d'Alger avec, comment dirais-je, le d'Alger, puis les différentes baronnies, et l'intérieur donc qui sont tenus par comment dirais-je, des tribus en fait qui sont sous vassalité ottomane. Et on va voir plus tard que en fait ce découpage-là va servir de support aussi pour le fameux royaume arabe de Napoléon III. Donc bon, le 5 juillet 1830, c'est la prise d'Alger sous Charles X. Ensuite, les Trois Glorieuses, Louis-Philippe, roi des Français, prend le pouvoir. Entre 30 et 32, en fait, la France s'installe à Oran, Bonn, Médéa et Bida, de façon permanente. Mais sans plus, hein. L'intérieur reste encore sous contrôle autochtone. Et à partir de 32, donc Abdelkader organise la résistance. Et entre 33 et 34, ont lieu des débats en France métropolitaine à l'Assemblée pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de la colonie, parce qu'il n'y a pas eu une vision véritablement à long terme. On a déjà 5300 Européens à Alger, hein, ce qui est quand même pas mal. Et on décide de rester sur la bande côtière et d'assurer la présence française sur la bande côtière, sans plus pour l'instant. L'armée est au plus bas à ce moment-là, donc c'est vrai que ça ne donne pas vraiment confiance dans l'avenir pour une colonie bien organisée. En 1936, Bugeaud débarque en Algérie et stoppe l'ascension d'Abdelkader. En 1937, on a le traité de la Tafna, qui donne justement tout ce royaume ici presque côtier, centré autour de, comment dirais-je, de Mascara et de Tirat. Le premier royaume véritablement arabe au Maghreb, sous égide d'Abdelkader. En 1939, on a le fameux sac de la Mitidja, donc la première révolte véritablement où on a des colons qui sont massacrés, enfin des fermes incendiées. Et en décembre 1840, très important, Louis-Philippe déclare que l'Algérie est une terre désormais et pour toujours française.
parce que il faut savoir que de 30 à 40, en fait, les Anglais n'étaient pas très contents de voir la France installée sur le Maghreb. Ils faisaient pression auprès de Louis-Philippe, qui était toujours un petit peu, pas sous contrôle, mais il était un petit peu... qui essayait de se débattre, en fait, avec cette puissance et cette influence anglaise. Et là, il déclare, il met du poing sur la table, il déclare, ça y est, ça restera français, on y reste maintenant. Donc vous allez devoir faire avec. En 43-44, donc la prise de Smala, la victoire d'Isny et les effectifs de l'armée qui remontent au plus haut. En 45, très important, en fait, c'est l'ordonnance qui crée les territoires militaires, c'est-à-dire des terres administrées par l'armée avec les fameux bureaux arabes, qui sont des organes de contrôle, en fait, qui contrôlent le pays. En 47, Abdelkader se rend au duc d'Aumale. Il est donc transporté en France. Et il ne le sait pas encore, mais il va y rester 4 ans, enfermé donc, dans différentes villes, pour finir sur les bords de Loire. Hein. Un château, quand même. Comment? Un château, quand même. Certes, un château, oui, bien sûr. Boilem, il n'est pas là-dedans. Mais, donc il y a 100 000 Européens installés en Algérie à ce moment-là, beaucoup d'Espagnols, de Maltais, et beaucoup d'étrangers, en fait, et très peu de Français de métropole, en fait, à ce moment-là. C'est vraiment... En 48, donc on a la fameuse révolution de 48 qui proclame la Seconde République. Et en octobre 48, on a les premiers, c'est la première fois en fait que c'est officiel, les premiers départs officiels de colons au bénéfice de la France et de la civilisation. Donc là, on commence vraiment à voir une approche de mission civilisative de la France. On a 16 départs au total depuis Paris, en fait, échelonnés toutes les semaines en gros. Et c'est à chaque fois plusieurs centaines de personnes sur des barges qui vont descendre le Rhône jusqu'en Algérie. Et on va essayer de les installer dans des villages qui ont été préparés mais qui ne sont pas complètement terminés. Donc l'implantation de ces colons va plus ou moins réussir, mais il y aura beaucoup de gens qui vont revenir en France, beaucoup de gens qui vont mourir en fait parce que ça va être installé dans des secteurs où la malaria sévit. C'est demi-réussite, on va dire, cette tentative de colonisation. Voilà, donc les fameux départs depuis Paris, bénis par l'évêque, hein, quand même, il faut le dire, hein, c'est le drapeau français. Et on voit ces barges, justement, là, ici, avec un abri de fortune sur la barge. Alors en 51, le maréchal Randon est nommé gouverneur, et il va commencer vraiment une période de prospérité pour l'Algérie, et terminer la conquête, officiellement la conquête, bien sûr. Et en 52, donc, pourquoi je m'arrête à 52? Parce que bon, c'est une date assez marquante. C'est la prise de la Guadeloupe par Youssouf. Donc là, on peut dire que la France donc, est bien installée sur toute la bande côtière, commence à s'installer aussi sur les hauts plateaux, et fait des pointes dans le grand sud algérien. Alors, cette période de la conquête a marqué en fait l'histoire de l'Algérie pour l'avenir, on peut dire. Parce qu'au départ, c'est une conquête sans vision à long terme. On ne sait pas trop ce qu'on va faire de cette prise d'Alger, de toutes ces colonies qu'on installe. Il n'y a pas vraiment une vision de développement sur des décennies à l'avenir. Il y a beaucoup de changements de régime aussi. Donc ça aussi, pour avoir une stabilité, c'est pas excellent. Avec des changements de gouverneurs, bien sûr. Il y a une population autochtone qu'on essaie plutôt d'acheter ces terres pour pouvoir les exploiter, mais on ne l'associe pas véritablement encore au développement économique de l'économie. Il y a aussi des cantonnements qui commencent à agacer un peu les populations, en fait, donc on casse un petit peu leur modèle de vie. Et aussi deux visions antagonistes de la colonie, c'est-à-dire une vision plutôt libérale de la Mauricière qui veut installer un système économique libéral, et Bugeaud qui est plus pour un contrôle fait par l'armée avec une protection des populations et toujours une présence militaire parce que Bugeaud avait toujours dit ces gens-là ne veulent pas de nous en fait et ils n'attendent que l'occasion de nous sortir en fait de cette terre en fait. Donc lui avait conscience vraiment du danger. Et il y a aussi une défiance des Européens installés vis-à-vis de l'armée et du pouvoir français parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le droit de vote, ils sont français mais pas encore complètement, donc ils aimeraient bien avoir un régime véritablement civil. Ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment disons un peu le problème qui prévaut à l'arrivée donc de cet homme
Louis-Napoléon Bonaparte, qui est élu président de la République donc en 1848, et qui va changer un petit peu la donne. Alors Louis-Napoléon Bonaparte est né en 1808, hein, donc on le voit avec sa mère, comment dirais-je, comment elle s'appelle déjà? Bon, c'est une Beauharnais, donc j'ai un trou de mémoire, pardon. Joséphine de Beauharnais. Non, Joséphine, c'est la sœur de Joséphine, justement. J'ai un trou, je suis désolé. Et donc, en fait, on le voit ici, le petit Napoléon III, donc, avec son frère aîné. Et Napoléon III, en fait, était souvent allé voir son oncle, l'empereur Napoléon Ier, où on le voit justement, il est sur ses genoux. Sur ses genoux ici, donc avec le fils de Jérôme, qui est l'héritier putatif, hein, puisqu'à ce moment-là, Napoléon n'a pas encore de fils. Donc ces jeunes années auprès de l'empereur ont vraiment beaucoup marqué Napoléon III, le futur Napoléon III. Donc bon, je reviens un petit peu sur son histoire, qui est vraiment centrée sur des années d'errance, comme j'appelle ça. Donc en 1908, il est à Paris. À partir de 1814, c'est l'invasion de la France par les Alliés, donc il y a une fuite du gouvernement vers Blois. Donc il passe de château en château, notamment au château d'Ambouillet, qui est ma ville, hein, où j'habite. Et il en a gardé un souvenir assez fort. Et Napoléon III s'est toujours souvenu en fait, de cette période de décadence où les ministres étaient vraiment inquiets de savoir ce qui allait arriver au gouvernement à ce moment-là et avec les Alliés. Donc en 1816, ils partent s'exiler en Suisse. Ils ont aussi un pied-à-terre à Rome. Ils rentrent à l'école militaire de Thun, près de Berne, en 1830. En 1830-31, il commence à avoir des menées politiques où il combat aux côtés des Carbonari. Et son frère aîné meurt de la rougeole à ce moment-là, donc il est un peu marqué. En 1932, il part se réfugier en Angleterre. Il revient en Suisse. Et il prend la nationalité suisse à ce moment-là. En 1936, il essaye un premier coup d'État de Strasbourg. C'est un échec. Il part s'exiler aux États-Unis quelques mois. Donc là, il voit la fameuse démocratie américaine et il commence à s'inspirer en fait de ces modes de fonctionnement à l'anglo-saxonne. Retour ensuite en Suisse en 1937. Il va s'installer à Londres et il prépare son second coup d'État, qui sera un échec puisque finalement il va être embastillé au fameux fort de Ham. Et 6 ans plus tard, il s'échappe donc en habit de maçon, le fameux Charles Tinguet, dont on l'a caricaturé sous le nom de Badinguet. Et là, il part à Londres, où il va faire son second exil à Londres. Et en 1948, donc la Révolution intervient, et là, il rentre à Paris quelques jours après l'abdication de Louis-Philippe. Donc en fait, finalement, c'est quelqu'un qui a été habitué plutôt à vivre à l'extérieur, à vivre une vie de proscrit. Donc il a une sensibilité par rapport au proscrit quand même, qui est assez forte chez lui. Donc par exemple, l'année 1831, on voit qu'il va faire tous ces voyages-là quand même. Italie, Suisse, Allemagne, Londres. Il va même en Albanie, donc vraiment il bouge énormément. Et parallèlement à ça, il commence à faire des publications donc, qui vont former un petit peu sa pensée. Et ce sont des publications qui peu à peu vont être influencées par la philosophie saint-simonienne de Prosper Enfantin qui en fait qui fait partie de ses grandes lectures. Donc il va commencer par des rêveries politiques, un peu comme son oncle hein, qui avait écrit Le souper de Beaucaire, une sorte de rêverie d'un soldat français à ce moment-là. Une considération sur la politique et le militaire sur la Suisse. Donc ça aussi, ça c'est plus propre à l'armée. Un manuel d'artillerie, donc qui a été utilisé par l'armée suisse d'ailleurs, c'est quand même assez important de le dire. Idée napoléonienne. Déjà là, il commence à avoir une approche plus économique en fait et sur le monde ouvrier et les classes moyennes. Donc là commence à se dessiner sa politique future. Une analyse de la question des sucres. Donc en fait, le côté agricole en fait, qui est très important pour lui. Et on va dire sa grande publication qui est la rédaction de l'extinction du paupérisme. Et c'est là que véritablement il va avoir une approche saint-simonienne sur l'aide des populations laborieuses en fait, et le fait qu'il va falloir en
tenir compte et surtout les accompagner, quoi. Et aussi des pensées des réflexions sur le canal du Nicaragua. En fait, déjà, il commence à penser au fameux canal à ce moment-là, quoi. De Suez, bien sûr. Il ne pense pas à Suez à ce moment-là, mais il pense plutôt à l'Amérique, en fait, puisque l'Amérique aussi, c'est une question à laquelle il va penser avec la guerre du Mexique, bien sûr, pour couper l'influence anglo-saxonne des Américains à ce moment-là. Alors, il va faire campagne pour la campagne présidentielle, donc là, vous voyez, en fait, comité central, donc une réunion, et il présente en grande pompe donc son livre, en fait, sur l'excession du paupérisme, sur lequel j'ai pris quelques passages. Donc là, vous voyez, il parle, par exemple, tout commencement est pénible, ainsi nous n'avons pas trouvé les moyens de créer des colonies agricoles économiquement, sans établir des espèces de camps où les ouvriers soient baraqués comme nos troupes. Donc là, il commence déjà à penser aux gens, en fait, qui travaillent la terre. Et il présente aussi sa façon de voir, en fait, d'établir ces colonies, donc leur fonctionnement. Donc une discipline sévère régnera dans ces colonies, la vie sera salutaire mais rude, car leur but n'est pas de nourrir des fainéants, mais d'anoblir l'homme par un travail sain et rémunérateur. Donc il y a quelque chose qui rejoindra un peu l'idée de phalanstère fourriériste et de Proudhon, par exemple. Organisation militaire, encore, vous voyez, en fait, c'est... Bon, le 20 décembre 1948, donc, il est élu, avec 74,3% des voix, donc. Il devient le premier président de la République. Et d'ailleurs, il y a noté que son rival, son second, en fait, est un général qui a fait ses classes en Algérie. C'est le fameux Cavaignac, en fait, qui a combattu à Mascara, qui a été impliqué dans les fameuses enfumades, et qui a aussi combattu à Isly contre les Marocains, en fait. La victoire d'Isly du jour. Alors, la question d'Orient, justement, c'est là qu'il va commencer à rentrer peu à peu dans sa réflexion sur ce fameux royaume arabe, puisqu'en fait, depuis qu'il est président, en fait, il pense à pouvoir replacer la France dans le théâtre oriental, chose qui était aussi la grande question de Napoléon Ier, en fait, qui voulait couper un petit peu l'herbe sous le pied à l'Angleterre. Et il commence à réactiver la diplomatie au Proche-Orient. Et parallèlement, en fait, ça va à l'encontre de la politique de Nicolas Ier, le tsar russe, qui lui veut étendre son influence vers le sud, vers les mers chaudes et vers le Proche-Orient. Alors rien de nouveau finalement par rapport à aujourd'hui, parce qu'on s'aperçoit que la Russie a toujours besoin de ses débouchés en mer Noire. Et donc, notamment, la querelle autour des lieux saints du Proche-Orient, du Saint-Sépulcre, en fait, qui se trouve en Israël, si je ne dis pas de bêtises. Alors, parallèlement, donc en 1952, il fait une grande tournée en France pour juste avant de... Donc là, il a été élu, il s'est autoproclamé empereur des Français, donc c'est Napoléon III. Et c'est sa première tournée en province qui va terminer justement à Blois, où il va libérer officiellement Abdelkader. Donc déjà, il commence à placer un petit peu ses pions Alors il y a une réelle sensibilité auprès d'Abdelkader, puisqu'Abdelkader aussi a été un proscrit pendant 4 ans en France. Et lui a été proscrit au fort de Ham et il a été en exil pendant très longtemps. Donc il y a une sympathie qui s'établit entre les deux hommes. Et donc là, il va lui offrir sa retraite promise par le duc d'Aumale et puis qui a été cassée par la Seconde République au Proche-Orient, d'abord en Turquie et ensuite à Damas, où il aura 1000 hommes pour le protéger et puis toute une cour avec sa famille. Et ils resteront toujours en contact. Donc là, la fameuse photo donc, où il le libère officiellement. Alors, je suis dans les temps, c'est parfait. J'ai repris sa fameuse phrase, en fait, où dans les années 40, il disait l'Algérie est un boulet pour la France, en parlant de l'Algérie et puis des colonies, en fait, qui finalement rapportaient beaucoup moins que l'investissement qu'on y laissait. Mais très vite, en fait, il va revenir là-dessus, en fait, il va se rendre compte que c'est pas vrai du tout et que finalement, il y a beaucoup à récupérer des colonies plutôt que de voir le côté négatif, en fait, des dépenses. Donc ça, c'est une déclaration qu'il fait en 1941. Alors déjà, l'Algérie va se révéler être un très très bon réservoir de troupes. Il va s'en rendre compte petit à petit. Et notamment, il va s'en rendre compte avec la guerre de Crimée. La fameuse guerre de Crimée, donc ça c'est
qui est d'ailleurs en fait la première guerre officiellement suivie par des journalistes avec des photos de la guerre et puis des interviews et des journalistes sur le terrain en fait. Donc là c'est le camp allié à Sébastopol, juste avant la fameuse prise de Sébastopol. Et c'est durant cette guerre que toute une partie de l'armée française, et surtout une partie de l'armée française installée en Algérie, va combattre là-bas. Mais la nouveauté, c'est qu'il va y avoir des troupes indigènes aussi qui vont aller là-bas, les tirailleurs algériens notamment. Les zouaves vont combattre là-bas en fait. Donc le résultat va être probant, puisque finalement la France et l'Angleterre gagnent la guerre contre les Russes. Et Napoléon III va rendre hommage à ses troupes d'Algérie. Donc voilà, des tirailleurs algériens. Ici, le régiment de Zouaves de Beaune. Donc là, c'est des officiers et des sous-officiers. Donc là, c'est plus petit à petit, les Européens ont pris la main en fait du commandement et c'est plutôt les hommes de troupe qui restent des indigènes. Voilà, des indigènes justement des Zouaves en fait. Alors ce sont des photos qui ont été prises en 1870 pendant la guerre franco-prussienne et ce sont des prisonniers de guerre des Prussiens ça. Mais bon, ça permet de voir un petit peu ce type de combattants féroces qui étaient craints d'ailleurs par les Prussiens en 70. J'ai des anecdotes justement à Sedan, pas à Sedan, je veux dire à Sochaux, de combat quand les Prussiens voyaient arriver les troupes coloniales françaises, ils disaient « Die Schwarz, les Noirs arrivent », et ils partaient en courant, parce que eux, c'est pas de quartier. Les tirailleurs algériens, quand ils chopaient les Prussiens, c'était fini. Donc c'est pour ça. Voilà, et donc pour rendre hommage donc, à ces combattants algériens, Napoléon III fait établir le pont de l'Alma, avec quatre statues de soldats, donc un chasseur à pied, un artilleur, un grenadier et le fameux zouave. Ce fameux zouave donc, qui a été déplacé puisque ce vieux pont de l'Alma a été abandonné. Et il y a un nouveau pont de l'Alma qui a été construit en 70. Et les trois autres chasseurs qui existaient sur les quatre piliers en fait ont été éclatés donc, à Dijon, un autre dans l'est de Paris. Et ce pauvre chasseur à pied, lui, a terminé près de l'autoroute A4, complètement taillé par les gens de banlieue, et comment dirais-je, avec... Donc ça, c'est le coin de l'ancien pavillon de Joinville, qui était devenu l'école nationale de police. Donc il est complètement isolé comme dans son coin. Chaque fois que je passe là, j'ai mal pour lui, d'ailleurs. C'est vrai, c'est là. Alors, le deuxième point qui est intéressant pour la France et Napoléon, enfin selon Napoléon, c'est qu'il y a une approche nouveau monde. C'est-à-dire, en fait, c'est une terre coloniale qu'on va pouvoir, comment dirais-je, coloniser et tirer des ressources comme les Américains ont fait avec les Indiens. Enfin, avec les terres indiennes. On retrouve d'ailleurs ce terme de nouveau monde dans certaines publications, comme par exemple André Cochu, qui a sorti un livre sur l'exploitation du coton en Algérie. Et vous voyez, en fait, là... il compare ça, il en est autrement dans un nouveau monde, comme l'Amérique ou notre Algérie. Et donc ils font le parallèle entre l'Amérique et l'Algérie. Alors, effectivement, cette approche du nouveau monde, on la retrouve avec le maréchal Clausel, qui a été gouverneur et qui fait partie de la première phase de la conquête. Alors lui, il a un profil particulier, parce qu'en 1816, en 1815, je veux dire, après la défaite de Napoléon Ier à Waterloo, il a émigré aux États-Unis et il a tenté de lancer une colonie d'exploitation pour produire de la vigne et produire du vin. D'où le nom de Société coloniale de la vigne et du vin. Et bon, ça a été un échec, au bout de quelques années, il est rentré en France. Mais il a eu cette approche, en fait, de la colonisation de terres vierges, en fait, finalement. Et vous voyez, donc, en 1933, il propose donc des solutions pour établir de nouveaux villages. Donc, les villages devraient être de forme carrée. Ils seraient d'abord traversés par 4 rues orientées sur les 4 points cardinaux. Donc, c'est très américain, tout ça, finalement. C'est une approche de nouvelles villes bâties ex nihilo. Et un peu romain. Et un peu romain aussi, bien sûr. Un peu romain aussi, ouais, c'est ça. Ouais. D'autres, justement, je l'ai mis aussi après. Ouais. Il y a ces deux aspects-là, quoi, finalement. Et
Bon, il parle de nouvelles rues en parallèle, des choses comme ça, quoi. Donc lui était vraiment sensible à cet aspect Nouveau Monde. Voilà, alors il parle aussi justement de la protection en fait de ces villages qui a besoin de l'armée en fait. L'armée est importante pour construire cette nouvelle structure, cette nouvelle société. Donc ce qu'il dit finalement, c'est que ne peut-on pas espérer parmi les soldats dont les temps de service est expiré, à la romaine justement, là, les fameux soldats qui ont servi pendant je ne sais plus combien, 10 ou 15 ans en fait, dans l'armée romaine, ont droit d'avoir le brin de terre pour l'exploiter dans les colonies qu'ils ont conquis eux-mêmes. Voilà, concéder les terres qu'ils puissent cultiver, on pourrait les organiser en colonies militaires et leur réserver pour ça des propriétés et des débouchés sur l'Atlas. Ils travailleraient sous la protection des forts de leur village. Vous voyez, donc un fort pour protéger une colonie. En fait, c'est vraiment... ça c'est pas fait. C'est une vision. Ça c'est pas fait. Et ça ne s'est pas fait finalement. Le mariage mixte. Ouais, ça s'est fait différemment, bien sûr. Ouais. Mais ça, c'était les premières approches, en fait, ce que j'appelle le versant militaire, contraire au versant civil, finalement. Voilà un exemple, donc, de village construit dans la nature. Le village de Enalia, donc, qui est pas très loin au sud de Rouen. Ouais. Et je crois que c'est Tlemcen n'est pas très loin, si je ne dis pas de bêtises. Pardonnez-moi mon ignorance de... Ouais. Et là, on voit bien, en fait, comme les Romains, le cardo et le decumanus. Vous voyez, donc, orienté nord-sud et est-ouest, en fait, comme toutes les villes que les Romains fondaient. C'était comme ça. Ouais, c'était vraiment comme ça. Avec les rues perpendiculaires, donc, de part et d'autre, et les accès donc, aux villes, et puis les cultures autour. Voilà, ça c'est vraiment frappant quand on voit les plans, en fait, ça explique beaucoup de choses, en fait, la géographie et... Alors, c'est aussi en fait une terre qui a une croissance urbaine assez rapide, avec, comment dirais-je, des gens qui peu à peu viennent, il y a une croissance des Européens assez énorme, et les villes vont se développer, donc les villes déjà existantes comme Alger, forcément, vont se développer sur le substrat existant, mais il y a aussi beaucoup de villes nouvelles. Alors, bon, je parle un petit peu pour ce que je connais, c'est-à-dire Philippeville, donc la ville de ma famille, qui en 1838 a été explorée par le maréchal Négrier, qui était parti en colonne avec des soldats depuis Constantine, et qui a établi en fait un camp pour 3 jours, a estimé que finalement c'était une vallée qui était viable pour y installer une colonie. Et donc, de 38 jusqu'à 65, la colonie cette ville va prendre 10 000 habitants. Et des rues structurées, un port va se construire. Cette image-là date de 65, par exemple. Ouais. Avec Stora, qui, pour ceux qui connaissent, qui est un peu plus loin ici. Ouais. Et le port, donc maintenant, actuellement, le port fait tout le tour ici. Bon, il n'y a pas que Philippeville, il y a Aumale, il y a, comment dirais-je, Boufarik aussi, qui était un marché à bestiaux au départ, battu par les vents, que les Arabes n'aimaient absolument pas, parce qu'ils disaient que c'était une ville pour les corbeaux, enfin un site pour les corbeaux, qui est devenu une ville très très développée sur la ligne de chemin de fer d'ailleurs, qui a commencé à être construite à partir de 1860. Marécageux, très malsain, hein. Les Arabes n'aimaient pas du tout ce point-là. Bon, il y en a d'autres, hein, mais... Voilà, donc je reprends Philippeville en 1880, qui est une ville, comme on dirait, du sud de la France. Hein. Rien à envier, finalement, c'est la même chose. Alors, je parlais d'Alger, donc qui, elle, par contre, est beaucoup plus développée, finalement. Donc, on laisse la Casbah dans son coin, ici, là. On a commencé à développer, à partir des années 60, donc, le quartier européen, en fait, avec des grandes avenues, un petit peu à la Haussmann. Et il y avait des projets, mais assez pharaoniques, d'établir une ville nouvelle de ce côté-là, vous voyez, date de 58, hein, avec des avenues perpendiculaires, énormes, tracées, avec le champ de Mars ici, qui serait entouré carrément par la nouvelle ville. Enfin, il y a des choses qui sont quand même prises en compte. Hein, et donc, un autre plan, donc une vision du front de mer d'Alger, qui correspond à 1865, donc on reconnaît vraiment ce que c'est devenu après, d'ailleurs. Alger était relié par le câble sous-marin, en fait, avec l'Arménie métropole, donc on pouvait avoir par communication, on pouvait avoir des informations très rapidement, le train commence à être... donc en fait, il y a vraiment une infrastructure qui s'installe aussi, donc c'est source de richesse. Hein.
Et aussi, donc, en 1948, donc, la Deuxième République autorise, donc, par arrêté, d'ériger certaines villes en communes. Donc ça veut dire qu'à partir de là, les gens peuvent élire leur conseil municipal et puis par vote et participer à la vie de la commune. Donc là, on commence à avoir une première approche civile en fait. En 64, on aura une cinquantaine de communes qui auront été créées. Alors c'est pas la République qui a cette idée-là, puisque en 47, Louis-Philippe avait déjà commencé à réfléchir à l'érection d'une commune autour d'Alger, je crois. Ouais, c'était la première. Alors, effectivement, il y a ce problème dont je vous parlais tout à l'heure, c'est, comment dirais-je, la vision d'un régime civil qui contre absolument la vision du régime militaire. Bon, j'ai appelé ça un bras de fer parce que toute la période jusqu'en 1870 va traverser vraiment l'histoire de l'Algérie, c'est-à-dire tantôt les uns vont réussir, tantôt les autres vont échouer, enfin ça va vraiment sous-tendre tout ça. Et donc finalement, on s'aperçoit que déjà le général Dubarry, qui fait partie de la conquête, on parle dans ses mémoires. Hein. Il parle donc de Bugeaud, qui a cette approche avec les anciens romains, d'une colonie qui s'appuie sur la protection militaire. Hein. Et on a de l'autre côté donc la Mauricière, le fameux la Mauricière, donc, qui lui parle de la constitution d'un territoire civil, déjà, je crois que c'était en 40, c'était avant les années 50. Et donc, bon, je ne vais pas tout vous lire, mais finalement, lui avait une approche très libérale, en fait, d'une économie où on achète les terres, peu à peu, et puis on installe une économie vraiment capitaliste, quoi, vraiment capitaliste. Alors, à ce sujet-là, en fait, le territoire, à partir de 1945, est divisé en 3 types. Le territoire civil, donc avec 3 provinces qui vont être départementalisées en 1948. Donc là, le régime civil commence à imprégner le paysage. Un territoire mixte, en fait, où il y a très peu d'Européens, qui est très rural avec des exploitations agricoles, où là, la présence militaire est quand même assez importante, mais on commence à avoir des approches un petit peu civiles aussi. Et le territoire militaire pur, qui est plus vers les territoires du Sud, où là, c'est intégralement militaire. Alors, le fameux Mauricière dont je vous parlais tout à l'heure, alors lui, il a aussi des projets de colonisation, mais ils sont un peu différents. Ils sont un petit peu différents. Parce que lui, en fait, il commence déjà à parler d'expropriation. Voilà, vous savez, nous disons que cette disposition doit s'appliquer au terrain Melk et Sabega. Pour les premiers, il y aura lieu de faire une expropriation. Pour les autres, il n'y aura que des impensés dont il faudra tenir compte pour donner des intéressements équivalents. Dans le cas particulier qui nous occupe, l'émigration d'une partie des Beni Amer Cheraga, faisant rentrer la plus grande partie de leur territoire au domaine de l'État, offre pour les déplacements à faire une surface étendue. Donc lui, il commence véritablement à se lancer dans une politique de cantonnement et d'expropriation. Donc ça, c'est l'approche véritablement libérale. C'est quoi les terrains Melk? Alors justement, je vais y venir, je vais vous expliquer tout ça. En gros, les terrains Melk, ce sont les terrains, comment dirais-je, de propriété en communauté. C'est-à-dire, en fait, toute la communauté du village arabe exploite cette terre-là, en fait, pour les bestiaux, pour comment dirais-je, la culture. Et il y a l'autre, excusez-moi, Melk, c'est Arc, ce sont les terrains Arc qui sont comme ça. Et les terrains Melk, en fait, ce sont les terrains privés, de propriété privée, arabes, mais en indivision. Donc, qui peuvent être en indivision, en tout cas. Donc, que les colons vont, au début, enfin, les premiers Européens vont essayer d'acheter aux populations autochtones. Mais très vite, il va y avoir un frein, en fait, qui va être mis. C'est Alger, ça. Comment? C'est Alger, ça. Non, ça c'est Oran. C'est Oran. Donc pourquoi je vous ai montré cette carte-là, donc qui est établie par Carrette en 1946, parce qu'il parlait des Beni Amer justement. Et pourquoi je vous montre ça aussi, c'est que quand on regarde la carte du dénombrement des tribus, on s'aperçoit que c'est un fatras, mais absolument ultra compliqué. Il y en a des milliers en fait, qui cohabitent les unes à côté des autres.
Donc pouvoir contrôler finalement, comment dirais-je, la propriété arabe avec un tel embrouillamini, c'est pas, disons, c'est pas une action très facile, quoi. Mais on va y revenir de toute façon. C'est pour ça. Donc, voilà, donc ça amène à une politique de cantonnement officielle à partir de 1845. Et donc le cantonnement, qui est en partie une expropriation, il faut le dire. Et son but, en fait, c'est de confirmer la propriété melk, donc qui est la propriété individuelle. Donc ça le gouvernement va le protéger. Il va le protéger dans le sens où, comment dirais-je, si le contrat est établi en langue arabe, aucun Européen ne pourra contracter avec lui quelque chose si le vendeur ne comprend pas comment dirais-je, la langue dans laquelle l'Européen lui a contracté en fait, la vente de sa parcelle. Donc de ce côté-là. Par contre, les territoires de jouissance dits ARC, qui sont les terres en commun, c'est celles-là qui vont être petit à petit vendues pour la colonisation. Et donc, on a aussi donc, le duc de Maine qui autorise officiellement le cantonnement de la population indigène, et qui pour lui est indispensable pour la colonisation européenne. Donc à partir de 1947. Donc en deux actes, en fait, ce qu'il dit, c'est que la constitution de la propriété individuelle est garantie sur le territoire qu'on laisse aux indigènes. Donc ça, de ce côté-là, il y a quand même une certaine défense. Par contre, il y a aussi le but de modifier le mode de vie des Fellahs pour les habituer à la présence européenne. Donc ça va commencer un peu à casser, comment dirais-je, les structures ancestrales de fonctionnement en fait, des populations indigènes. Voilà, donc ça redécoupe une nouvelle carte du territoire avec des entités administratives qu'on va nommer des cercles sous contrôle militaire et déjà des douars villages où on regroupe en fait finalement les populations autour du lieu de vie qu'elles avaient avant. Et on va aussi tenter de sédentariser les populations nomades, puisqu'effectivement il y en a beaucoup. Comme par exemple en fait, cette photo de 1875, donc on voit un campement arabe en fait, campement de Nantes. Alors, comme outil en fait, de prédominance du militaire, on a les fameux bureaux arabes qui ont donc sont un moyen en fait, de surveillance, de contrôle, qui établissent des passeports, des laissez-passer pour les gens qui veulent aller explorer le territoire, qui ont aussi un cadi en fait, qui est, comment dirais-je, un juge administratif qui permet de régler les problèmes entre indigènes, mais qui aussi donc, va régler les litiges entre les colons et puis les indigènes en fait, sur le même territoire, et qui va aussi protéger les indigènes eux-mêmes de leur propre chef. Parce que là, j'ai une anecdote assez intéressante. C'est un rapport d'un bureau arabe qui remonte à 1846. Et justement, c'est une plainte en fait, qui avait été faite par un indigène qui était venu voir donc, un nommé Abdelrahman el-Amer de la tribu Poueljelta, est venu à lui se plaindre du Tchèque Ali Lakal qui, contrairement à l'avis du cadi de la tribu, voulait le forcer à divorcer. Et l'aurait fait mettre en prison pour jouir de sa femme plus à son aise. D'après tous les renseignements qu'il a pu prendre, la plainte de cet homme est fondée. Donc ça, c'est ce genre d'affaires que le bureau arabe pouvait traiter donc avec ce crédit. Ou alors des problèmes, par exemple, de bestiaux qui vont batifoler en fait, sur le territoire d'un colon. Le caïd Rouy, pour contester les dégâts faits dans sa propriété par des mulets appartenant à des Arabes. Il lui sera donné une indemnité s'il a lieu, et il rendra les mulets au caïd pour que ce dernier les remette à leur maître. Donc vous voyez ce genre de choses. Et donc finalement, en fait, les autochtones s'habituent peu à peu à ce traitement juridique des bureaux arabes et s'en remettent de plus en plus à eux pour protéger justement leurs intérêts. Ce qui ne plaît pas effectivement aux gens qui voudraient plus avoir de fonctionnement civil. Donc voilà, ça c'est un exemple de rapport du bureau de Constantine que j'ai récupéré sur le site de l'ANOM, où là on peut voir tous les rapports qui sont, dont certains ont été lus, que je viens de vous lire.
Alors, je parlais de protection partielle des autochtones. Donc, les lois du 16 juin et 31 juillet 51 garantissent la propriété des Européens, mais elles assurent également l'inaliénabilité des sols des tribus pour protéger les indigènes de ceux qui seraient tentés d'abuser de leur méconnaissance du droit français. Parce qu'effectivement, au tout début de la conquête, certains Européens sont arrivés et puis ont donné de grosses sommes d'argent à des autochtones qui se sont dit bah, ça c'est une bonne aubaine, je le vends. Alors qu'effectivement, c'était pas trop fait dans les règles, quoi. Et en 52, le général Randon en fait, développe donc les systèmes de cantonnement, surtout au sein des territoires civils. En revanche, les territoires militaires donc, restent interdits aux transactions des particuliers. Donc ça, c'est les zones, et surtout celui de domaine, c'est-à-dire le domaine qui appartient à l'État, qui ont été prises sur les terres du Bélic. Le Bélic qui était l'ancien dominant turc, en fait, qui était directement en rapport avec la Turquie. Donc ça, le domaine et le Bélic, qui, comment dirais-je, ne peuvent pas être récupérés comme terre de colonie, de culture, ça embête beaucoup les gens qui aimeraient s'installer. Et d'ailleurs, jusqu'en 1948 à peu près, s'installer sur des terres cultivables était un parcours du combattant pour les colons. Hein. Parce que c'était pas vraiment, il n'y avait pas d'appui de l'État. Il fallait aller voir les administrations, aller voir des rapports en 3 exemplaires, il fallait connaître quelqu'un, enfin, c'était assez difficile. Hein. Donc voilà l'article 16 en fait, qui parle justement que la transmission de biens de musulmans à musulmans continueront à être régie par la loi musulmane. Donc là, j'ouvre un autre volet que je développerai plus tard aussi. Donc on reste quand même, on essaye de conserver quand même les us et coutumes des populations autochtones. Ouais, ça c'est... Alors, donc le versant civil, évidemment, joue sa partition. Il y a beaucoup de publications entre 1830 et 1860 qui vont être faites. Vous voyez par exemple ces publications-là, Les colons d'Alger à la France, sur la domination générale, ou encore l'Algérie devant des chambres, qui est tenue par le général Comte Francieux, donc, qui est un militaire qui a établi une propriété de culture aussi, donc lui il est plus impliqué là-dedans. Mémoire au roi et aux chambres, il y a aussi régime civil en Algérie, urgence et possibilités, vous voyez. Et puis un peu plus tard, donc, politique algérienne, lettres de Duval et Varnier, donc, qui sont des gens, de fervents partisans en fait, du régime civil. Donc, alors j'ai quelques exemples justement de ce qu'on peut trouver dans ces publications, notamment les colons d'Alger à la France, les colons d'Alger à la France, voilà, donc ça commence comme ça. Tous les vœux c'est une conclusion d'un paragraphe, tous les vœux se résument dans un seul, celui de la domination générale, de la colonisation progressive et de l'établissement d'un gouvernement civil. Donc là c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Ou alors sur le mémoire au roi devant les chambres par les colons de l'Algérie, on trouve loin de chercher à faire prévaloir l'idée d'une vaine et chimérique indépendance, tout ce que nous devons demander, c'est l'union la plus étroite, l'assimilation la plus complète à la mère patrie, et tel serait précisément le résultat de l'organisation que nous avons dû proposer. Et à la fin, la conclusion, donc, nous le répétons une dernière fois, l'assimilation de l'Algérie et de la France doit être le principe nettement posé par le gouvernement et poursuivi par lui jusque dans ses dernières conséquences. Là est le salut du présent, la garantie de l'avenir. C'est intéressant aussi, ça. Et voilà. Donc pour le troisième, moins d'intérêt, en fait, déjà. Mais bon, vraiment, affirmer l'assimilation à la métropole, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez frappant à ce moment-là. Alors le régime militaire commence à prendre du plomb dans l'aile parce qu'à partir de 1957, Randon a assuré la domination sur la Kabylie, c'est la dernière opération. Et grosso modo, en fait, toute l'Algérie conquise et pacifiée. Il y a quasiment plus de vraies révoltes comme on pouvait avoir en Kabylie. Et donc là, justifier la présence de l'armée et le contrôle de l'Allemagne sur le territoire devient de plus en plus difficile. D'autant qu'il y a une affaire qui fait grand bruit, en fait, qui s'appelle l'affaire du capitaine Doineau, qui était un chef, certains connaissent cette affaire-là, qui était un capitaine d'un chef de bureau arabe,
qui a été accusé d'avoir assiégé une attaque de diligence pour piller finalement les biens de l'Aga Benissous qui était dans la diligence. Donc là, on est vraiment en plein Far West, quoi. Et donc j'ai trouvé dans la presse beaucoup de références à cette affaire-là. Donc ça devient difficilement tenable. Et Napoléon III, qui est déjà au pouvoir à ce moment-là, se dit il va peut-être falloir que je fasse quelque chose quand même, parce qu'il faut apaiser un peu cette colère. Et il se trouve qu'à ce moment-là, en fait, le fils de Jérôme Bonaparte, qui était le roi de Wurtemberg, qui était le frère de Napoléon Ier, était à ce moment-là l'héritier putatif. Et il ruait dans les brancards, il voulait absolument une responsabilité. Et il s'est dit, finalement, je vais le nommer ministre d'Algérie des colonies, c'est-à-dire en fait un titre qui a remplacé l'ex-titre de gouverneur. Gouverneur qui avait une assumption civile, militaire, je veux dire. Donc il le nomme, ce qui est une nouveauté, ministère de l'Algérie des colonies, en fait, ça n'existait pas avant. Et ce prince Jérôme, donc, va tenter un virage libéral de l'économie. Il résidera très peu en Algérie, par contre. Il sera dans son ministère à Paris. Et il ne restera qu'un an à peu près, parce que finalement, il aura d'autres visées. Il sera remplacé par Chasselouba. Et son action, en fait, est assez intéressante. C'est lui qui va donc essayer de faire, j'ai trouvé dans la littérature donc, cette expression, la province d'Algérie, une France comme une autre. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va développer une banque d'Algérie avec un réseau de caisses d'épargne, puisqu'effectivement, pour pouvoir acheter des terres et faire marcher l'économie, on a besoin quand même d'un volet financier. Il va faire tomber les barrières douanières, parce qu'en fait, les produits qui venaient d'Algérie en France étaient taxés, pour éviter une concurrence de la colonie par rapport aux produits agricoles qui existaient en métropole. Ça, c'est quand même assez intéressant de voir ça. Et surtout, il va essayer de casser le monopole militaire, donc en restreignant le pouvoir des chefs indigènes, et surtout le pouvoir disciplinaire des bureaux arabes. Et en plus, il va tenter de libéraliser encore plus les transactions immobilières entre Européens et autochtones. Et il va développer donc, le système préfectoral, et il va étendre l'administration civile à 96% de la population européenne, ce qui est quand même une grande nouveauté. Bon, en 1959, il s'en va, et il est remplacé par Chasselouba, comme je vous disais tout à l'heure, en bas là, qui va essayer de rééquilibrer un peu le côté civil par rapport au côté militaire, mais il va quand même garder en fait toutes les grandes tentatives qu'il a lancées. Et il se trouve que finalement, au cours des années 60, ça marche moyennement. Ça marche moyennement au niveau économique. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, un autre enjeu, en fait, justement pour Napoléon III, c'est la gestion de la propriété indigène. Et là, il va avoir une approche saint-simonienne sur la chose. Alors, comme je disais, donc, c'est un grand lecteur de Prosper Enfantin, le père du saint-simonisme. Prosper Enfantin a passé 2 ans en Algérie, il est allé dans la région de Constantine et dans l'Algérois, et il en tire donc une approche ethnologique de la chose. Et surtout, en fait, ce qu'il essaye de faire, c'est qu'il essaye de protéger un peu plus les droits des autochtones pour essayer de les faire participer de façon plus équilibrée à la vie de la colonie. Et donc, suivant ses propres termes, en fait, il va limiter les intérêts étroits et égoïstes de la propriété individuelle. Donc, la spéculation, il va essayer de casser la spéculation. Et il préconise aussi que l'État doit consolider la propriété collective au sein de Douar. Donc là, c'est pas du cantonnement, mais on va essayer quand même de recentrer un peu les populations autochtones sur leur partie collective au sein de villages arabes qui s'appellent les Douars. Et il va donc essayer aussi de refonder un peu la propriété collective à la façon du phalanstère. Donc pour que justement ceux-ci bénéficient aux colons et aux fellahs en leur inculquant des valeurs saint-simoniennes. Suivant donc le caractère communal, c'est-à-dire une approche socialiste de la chose,
patriarcal, donc autorité du père et du fils sur la famille, et un droit à la culture, c'est-à-dire à l'exploitation de la terre et mise en valeur de la terre. Là, on est vraiment dans le phalanstère, hein, c'est vraiment quelque chose de frappant. Et alors, ce dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, les terres melk, les terres arc. Les terres arc, donc, qui sont la propriété collective, et les terres melk individuelles. Et on voit effectivement que la carte de l'Algérie est un patchwork assez compliqué, en fait, de l'imbrication des deux types de propriétés. Donc c'est pas un sujet facile à traiter, en fait, tout ça. Pas un sujet facile à traiter pour la France. J'y reviendrai tout à l'heure encore, hein, c'est pour ça que j'en dis pas plus. Alors il y a l'empereur Napoléon III aussi lie effectivement Prosper l'Enfantin, mais il a aussi ce qu'on appellerait de nos jours des influenceurs qui vont lui conseiller d'avoir une politique plus en faveur des autochtones que ne voulaient les tenants en fait, de la domination civile, et notamment cet homme, Ismaël Urbain, qui est ce qu'on appelait un mulâtre, donc ça se dit plus trop de nos jours, mais en fait il est né à Cayenne d'un père marseillais et d'une mère d'une esclave affranchie. Et il rencontre les Saint-Simoniens à Marseille en 1830, où il séjourne quelque temps, et ensuite va monter à Paris dans leur fief du Ménilmontant. Et il commence à avoir une activité de propagande, en fait, saint-simonienne. Ensuite, il s'embarque en 1933 pour le Proche-Orient et l'Égypte, et il se convertit à l'islam en 1935. Et il s'engage dans l'armée d'Afrique, donc comme interprète, puisqu'il parle parfaitement arabe, aux côtés du duc d'Orléans, et du général Bugeaud et du duc d'Aumale. Il assiste au passage des portes de fer, hein, dont je vous ai parlé il y a un an, hein, et à la prise de la Smala aussi, en tant qu'interprète. En 1948, il rentre à Paris. Entre-temps, il s'est mis en ménage avec une femme, une indigène, donc arabe. Il a eu une fille. Et sa conviction, en fait, c'est que, c'est son expression, pour régénérer les peuples musulmans d'Algérie, il faut pleinement les associer à la construction des colonies. Donc là, on commence à voir l'approche de fusion des races, en fait, qui était propre aussi après à Napoléon III plus tard, et qui était récriée justement par les populations européennes, qui n'en voulaient absolument pas. Et donc, il se sert aussi d'un relais qui est le colonel Lapassé, un officier des bureaux arabes, qui lui a directement l'écoute de l'empereur. Et lui va avoir l'écoute de l'empereur plus tard, puisqu'il va travailler avec lui directement. Alors le colonel Lapassé, lui, je ne reviens pas sur son... Oui, voilà. Le colonel Lapassé, en fait, il a un parcours assez prestigieux, finalement, puisqu'il est directeur des affaires arabes pour la province d'Oran. Ensuite, il va commander le cercle de Philippeville. Il va être promu lieutenant-colonel en 1956. En 1960, il va commander la subdivision de Sidi Bel Abbès. Et en 1961, donc, la subdivision de Mostaganem, qui est assez importante. Et en 1965, donc, il reçoit de l'empereur les épaulettes de général de brigade. Et il va retourner en France donc, en 1967, comment dirais-je, pour la première fois depuis 1840, quand il avait fait ses classes en Algérie. Et il va se battre héroïquement lors d'une charge à la Gravelotte, la fameuse bataille de Gravelotte en 1970. Donc lui peut avoir l'oreille de l'empereur, et Ismaël Urbain, lui, va devenir justement plus tard l'interprète direct de l'empereur pendant son voyage en 1865. Donc là, il sera en contact direct et là, il va pouvoir échanger avec lui. Alors, ce que dit Ismaël Urbain aussi, c'est très intéressant en fait. Tant que les indigènes n'auront pas opéré une séparation radicale entre le spirituel et le temporel, on arrive au problème principal, tant que leur culte et leurs dogmes religieux seront en contradiction avec nos codes, ils ne pourront être investis du titre de citoyens français. Il faut que le Coran devienne pour eux un livre purement religieux, sans action sur la législation civile. C'est la même chose 2 siècles après. Exactement. C'est le point important. Ça, c'est le point primordial. Ouais. Ce progrès n'est pas impossible. D'autres peuples sont sortis de l'organisation théocratique et se sont rangés sous un gouvernement séculier sans abdiquer leur croyance. Et là, ils se trompent. Enfin, selon moi, ils se trompent. En fait, il était peut-être devenu trop arabophile, effectivement. Mais bon, après, ça, c'est mon avis. Voilà, parce que ça, c'est un chapitre que j'ai appelé sous tutelle française, parce que ça va expliquer aussi la politique arabe de Napoléon III en Algérie.
Napoléon III, en 57, auprès de Bismarck, hein, son futur vainqueur 3 ans plus tard d'ailleurs, c'est assez amusant, enfin c'est plutôt triste, hein, qu'est-ce que je dis, 13 ans plus tard, lui a déclaré que la Méditerranée, il la voyait bien devenir à peu près un lac français. Donc déjà, on sent une approche une volonté en fait de mettre la mainmise de la France sur la Méditerranée. Dunkerque, quand même racé. Comment? Pas complètement d'accord. Oui, mais ça, par rapport à... Je suis d'origine européenne, donc... Oui, oui, effectivement. Alors voilà, en fait, le truc, c'est que, en fait... alors ça, c'est une déclaration de 65, hein, je suis un peu avancé dans le temps, mais elle décrit vraiment l'évolution qu'il a pu avoir par rapport à ce projet-là. D'Alger à Bagdad, 15 millions d'Arabes vivent sous le joug ottoman. Il y a là une nationalité potentielle dont Napoléon III pourrait hâter la formation, comme il l'a fait pour l'Italie. Alors ça, c'est un historien qui s'appelle Daniel Rivet qui dit ça, en fait. Il avait traité justement du rêve arabe de Napoléon III. Et ici, donc, bon, je vous ai posé ça, en fait. Déjà, à cette époque-là, il est dans l'air que Napoléon III puisse confier, en fait, un royaume arabe à Abdelkader au Proche-Orient. Ça pourrait faciliter la politique de l'empereur, justement, après la guerre de Crimée. Bon, ça n'a jamais débouché, hein, mais en tout cas, c'était un peu dans l'air du temps, à ce moment-là. Donc, Abdelkader, qui travaille aux États de la France en Proche-Orient, l'Algérie, et entre les deux l'Égypte, où la France a quand même beaucoup d'influence, bah, effectivement, c'est un bon moyen d'avoir une tutelle sur la Méditerranée, en fait. Et l'Algérie peut être un très beau laboratoire, selon l'empereur, justement. Voilà, justement, là, on voit effectivement la colonie ici, et tout l'arc, en fait, méditerranéen de l'Empire ottoman, en fait. Hein. Donc, avec Damas, on pouvait installer Abdelkader, le canal de Suède, donc, qui va bientôt être construit par Ferdinand Lesseps sous l'appui français, en fait. Donc après, de là, il n'y a qu'un pas pour influer sur tout l'arc méditerranéen. Voilà, une autre approche de la carte en 58, hein, avec les États. Déjà, la Grèce est devenue indépendante, hein, vous voyez, elle a quitté l'Empire ottoman. Et la Serbie est encore sous contrôle. Ouais, ouais. Voilà, donc le canal de Suez, donc effectivement, dont les travaux vont commencer en 59, où là encore on va retrouver les Anglais, parce que bah, évidemment c'est une influence qui ne leur plaît pas du tout, parce que ça risque de leur couper l'herbe sous le pied par rapport à leur accès aux Indes. Hein. Donc ils vont vraiment tenter d'influencer le roi d'Égypte pour qu'il refuse en fait l'accès aux Français de ses travaux. Et là, Abdelkader va entrer en piste avec tous les contacts qu'il a au Proche-Orient. Il va justement influencer le roi d'Égypte, Mehmet Ali II, je crois, à ce moment-là, pour faciliter le creusement du canal. Quoi. Donc, canal qui est creusé par Lesseps. Et Lesseps, justement, travaille dans le sens de l'influence française en Égypte, puisque lui, il va être le précepteur en fait, du fils de Mehmet Ali. Il va essayer de lui faire perdre du poids, parce que le jeune était gros à ce moment-là, le jeune Mehmet Ali II. Et donc il va s'en servir aussi pour essayer justement après, quand il sera au pouvoir, de faire creuser son canal. Et là on retrouve tous les liens qu'il y a entre l'expédition d'Égypte de Napoléon Ier, dont Napoléon III était aussi, sur lequel Napoléon III était sensible. Et là lui, Lesseps dit la possibilité de faire l'entreprise du percement qui avait frappé mon imagination quand j'avais les mémoires de Lepère, notre ingénieur en chef de l'expédition du général Bonaparte. Je repris mes anciens travaux, persuadé que je ferais la concession. L'histoire n'est pas par, comment dirais-je, est un long fil qui se déroule, comme ça, il y a des constantes en géopolitique. Hein. Alors l'été 60, c'est aussi comment dirais-je, la période des massacres des chrétiens au Moyen-Orient par les Druzes. Et là, donc à Damas en juillet, Abdelkader va intervenir avec ses 1000 hommes de troupes, puisqu'on lui a accordé 1000 hommes de troupes hein, pour défendre sa petite colonie. Et il va faire venir donc des chrétiens dans son domaine, et il va influer donc pour sauver encore quelques autres milliers. Par contre, en Syrie et au Liban, les massacres vont continuer. Et là, Napoléon III va faire intervenir les troupes françaises en Syrie. Donc là, on voit quand même le déploiement de l'influence française à cet endroit-là. Et encore,
dans l'air en fait cet empire arabe dans lequel on pourrait faire agir Abdelkader en fait, mais qui n'a pas été suivi des faits. Abdelkader n'était pas intéressé pour avoir une fonction de dirigeant en fait. Il voulait vraiment avoir une vie monacale et ascétique en fait, principalement. Alors voilà, donc en 65, il précise un petit peu en fait cette idée de l'intervention de la France en Méditerranée. Lorsque notre matière de régir un peuple vaincu sera pour les 15 millions d'Arabes répandus dans les autres parties d'Afrique et en Asie un objet d'envie, le jour où notre puissance établie au pied de l'Atlas leur apparaîtra comme une intervention de la Providence pour relever une race déchue, ce jour-là, la gloire de la France retentira depuis Tunis jusqu'à l'Euphrate. Grande vision quand même. Hein, là, il remet les pieds dans les pas de son oncle. Hein. Là, c'est pour ça bon, les écrits en fait, qui l'ont dénigré comme Napoléon le Petit et autres ont fait beaucoup de mal à Napoléon III parce qu'il a eu comme de grandes idées en fait. Et voilà, donc là c'est la troisième partie de ma présentation, donc en route vers le royaume arabe. Où là, véritablement, comme dans la littérature et puis dans les déclarations, on va vraiment parler de royaume arabe. Alors, le premier contact, ça va être le premier voyage officiel d'État d'un chef français en Algérie. Donc, c'est Napoléon III qui le fait en 1860. Le deuxième va être toujours Napoléon III en 1865. Et le troisième, je vous le donne en mille, c'est le général de Gaulle qui va s'intéresser à la compréhension des Français d'Algérie, en fait. Oui, C'est bien ça. oui, très bien compris. Il a compris. Il nous a compris. Il a peut-être compris des choses à ce moment-là, mais apparemment il a changé d'avis plus tard. La psychologie de Gaulle était assez spéciale, en fait. Il n'y a pas Vincent Auriol aussi, le président de la République. Bah écoutez... Oui. Vincent Auriol est venu en Algérie. Alors, effectivement, mais à l'époque où il n'avait pas de... Plus tard, il est venu en 1948. À l'époque où le président n'avait pas en fait un rôle primordial, finalement. Ouais. C'était... Oui, puisqu'il a gracié. Oui. Mais je parlais en tant que chef d'État, quoi. Là, Vincent Auriol, oui, d'accord. Oui, ce que je veux dire, enfin, il était président, mais c'est vrai que le président de la Troisième République était... Oui. Bon. Mais bon, bien sûr. Bon, Une fois. Il est venu qu'une fois. Ouais, c'est ce que je disais en fait. Le troisième, c'est de Gaulle. Le quatrième ou le troisième, c'est de Gaulle. Ouais. Voilà, donc je vous avais présenté ça de façon plus détaillée là, il y a un an. Donc le 17 septembre, Napoléon débarque dans la baie d'Alger, dont on commence à voir un petit peu la structure finale de la ville. Il ne va y rester que 3 jours, alors que normalement il devait y rester plus d'une semaine. Mais en fait, comme la sœur de l'impératrice Eugénie était en train de mourir, en fait, ils ont été obligés de rentrer vite fait en France pour ses obsèques. Donc il n'a pas eu le temps vraiment, mais il s'est déjà fait une première idée quand même assez précise, hein, puisqu'on lui a fait des arcs de triomphe pour l'accueillir. Donc là, tous les arcs étaient faits par les différentes communautés, donc ce qu'ils appelaient les nègres d'Algérie, en fait ensuite les Arabes, les Berbères, les Juifs aussi avaient fait leur arc. Donc déjà, ils pouvaient avoir une idée de toutes les communautés qui cohabitaient en Algérie. Il en a profité aussi pour inviter le bey de Tunis, donc comment dire, c'est une rencontre protocolaire aussi. Donc là, il assoit vraiment sa présence. Hein. Elle est belle cette image, je trouve. C'est beau. Il va à la messe, à la cathédrale d'Alger. Donc ça, c'est très important aussi. Il va poser la première pierre du boulevard de l'Impératrice, qui s'appellera plus tard, l'année dernière, je savais comment, j'ai oublié, mais c'est boulevard pour ceux qui connaissent Alger, peut-être. C'est un grand boulevard principal, en fait, dans la partie 19e siècle. Boulevard Beauvais. Non, peu importe, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà. Donc, évidemment, la pose de la première pierre va être mémorisée par une médaille, en fait, où on voit l'empereur et l'impératrice, officiellement en 18 septembre 60, qui pose le démarrage de cette grande avenue, en fait, de l'Alger haussmannien, en fait, il faut dire. Hein, c'est lui qui a fait sa grandeur. Hein,
Et il va être invité à une fameuse DIFA, donc un repas avec 800 plats de couscous, imaginez, 800 plats de couscous, en fait, et 500 moutons sacrifiés pour l'occasion. J'aurais aimé être là ce jour-là pour voir. Voilà. Je vais trop vite, là. Et on lui offre donc le cheval de la Gada, donc qui est le cheval de soumission, donc officiel, avec l'empereur et l'impératrice qui, sous la tente, reçoivent la soumission du chef arabe, le peuple le plus prestigieux. Donc là, il y a vraiment une approche sur le terrain de ce que représente l'Algérie et toutes ces problématiques, quoi, finalement. Il en profite pour décorer les chefs arabes aussi, hein, à cette occasion, hein, vous voyez. Donc des Bachaga pour la plupart. Alors, il fait quand même quelques déclarations à ce moment-là. Donc, ma première pensée en mettant le pied sur le sol africain se porte vers l'armée, très important, là, mais je rends hommage à l'armée quand même, dont le courage et la persévérance ont accompli la conquête de ce vaste territoire. Deuxième volet plus intéressant quand même, notre premier devoir est de nous occuper du bonheur des 3 millions d'Arabes que le sort des armes a fait passer sous notre domination. Alors, il faut élever les Arabes à la dignité d'hommes libres, répandre sur eux l'instruction, tout en respectant leur religion, améliorer leur existence, en faisant sortir de terre tous les trésors que la Providence y a enfouis. Donc là, on commence à voir les préceptes saint-simoniens qui se développent, hein, vous voyez. Et puis aussi la citoyenneté, quoi, parce que dignité d'homme libre, là, ça touche vraiment la citoyenneté, en fait, de ce auto. Et quand même les colons, il ne faut pas oublier les colons, parce que sinon... Quant à ces hardis colons qui sont venus implanter en Algérie le drapeau de la France, et avec lui tous les arts d'un peuple civilisé, la protection de la métropole ne leur manquera jamais. Presque. Bon, c'est le principe, on va dire. C'est une déclaration de principe. Presque jamais. Oui. Ouais. Alors, voilà. Donc là, on voit déjà en germe tout ce qui va être développé plus tard, quoi. Alors ça, c'est très intéressant. Très intéressant. En 62, donc, il va inviter 4 Bachaga en France, en visite officielle. Et il ne va pas les inviter n'importe où, il va les inviter durant les fameuses séries que Napoléon III organisait une fois par an, dans ces deux demeures impériales qui sont Compiègne et puis Fontainebleau. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les séries. En fait, c'était des réceptions officielles donc, de gens qui constituaient la société civile, donc des artistes, des écrivains, des scientifiques, des militaires aussi, de simples bourgeois aussi, des entrepreneurs, des industriels, qui pendant plusieurs semaines étaient invités dans ces demeures impériales, assistaient à des repas, faisaient des visites guidées par la famille impériale. Donc ça cimentait véritablement l'empire avec sa société, quoi. Et c'était très couru, hein. Très couru. En fait, tous les artistes et les écrivains recherchaient justement la présence. Hugo, je crois, il a été invité. Enfin, il y a eu plein de... Non, pas Hugo, je dis n'importe quoi. Non, c'est pas Hugo, c'est d'autres écrivains. Il n'y avait pas trop. Non, Hugo était en exil, c'est pas du tout la même chose. Il n'y avait pas trop. Donc là, on voit, par exemple, ça c'est à Compiègne, on voit l'impératrice avec ses dames de cour et quelques gens qui étaient invités justement à la série de cette année-là. Je n'ai pas noté l'année, je crois que c'est 60, celle-là, il me semble. Ou alors donc celle de Fontainebleau, donc, où on voit l'empereur sur sa petite barque, là, dans le bassin aux carpes. Je ne sais pas si vous êtes allé à Fontainebleau déjà. Hein, les carpes énormes, en fait, il y a un petit bassin à côté du château. Là, ouais. Donc là, c'est photographié ici, quoi. On voit l'air nostalgique et mélancolique de Napoléon III. Je ne sais pas à quoi il pensait, mais... Voilà, donc bon, je précise ce que c'est qu'un Bachaga. Un Bachaga est un haut dignitaire arabe ayant exercé des fonctions importantes sous l'Empire ottoman, notamment en matière d'administration et de gouvernance. Il était chargé de l'administration d'une région ou d'un domaine particulier, et il assurait des fonctions de police, d'armée et de finance. Il avait aussi une autorité importante, ce qui lui donnait un statut très élevé dans la société. Donc c'est pour ça que Napoléon s'est dit il faut que j'en invite pour leur rendre les honneurs et puis justement leur montrer que je vais les faire participer à l'établissement de ce nouveau type de colonie, quoi. Donc il reçoit tous les honneurs et le 29 novembre, Mohamed El-Bokrani, le chef kabyle, a l'honneur avec 4 autres Bachagas de donner le coup de grâce à un cerf durant une chasse dans la forêt de Fontainebleau. Il y a aussi une visite du château de Pierrefonds.
et une visite des prestigieuses écuries impériales du Louvre. Donc c'est vraiment une visite officielle de chef d'État, hein, vous voyez comme on pourrait imaginer de nos jours. Donc là on a la scène justement de la chasse aux cerfs, hein, avec Napoléon III qui donne le couteau à Mocrani pour lui dire ben, c'est ton honneur, c'est en ton honneur, tu peux l'achever, quoi. Alors plus rigolo en fait c'est quand ils sont allés visiter donc, les écuries impériales, il y a la presse mondaine qui était présente, entre autres. Hein. Et donc le Moniteur de la mode, en janvier 63, publie un article qui dit à peu près ceci: les chefs arabes, en vrais sportsmen qu'ils sont, ont examiné avec attention scrupuleuse les chevaux qui s'y trouvent. Les chevaux de selle de l'empereur ont surtout fixé leur attention. Par une courtoisie qui leur a fait un extrême plaisir, 2 de ces chevaux ont été scellés et harnachés à l'oriental et conduits dans le manège. 2 des agas les ont montés. Le contact des longs éperons des Arabes et leur mode d'équitation ont provoqué des bonds, des ruades, des résistances énergiques. Il a fallu des cavaliers aussi exercés que les Tchèques pour n'être pas désarçonnés. Donc vous voyez, c'est vraiment un article de la presse qui les met en valeur, quoi. Donc là, il y a une opération de séduction, on va dire, pour eux, quoi, ça. Et donc un aspect donc, de ce que ce Moniteur de la mode pouvait publier, donc les élégantes, vous voyez, des années 60. Alors en 62, en décembre 62, après la visite des Bachagas, il déclare à Ismaël Urbain, Napoléon III toujours, « Je veux une égalité parfaite entre indigènes et européens. Il n'y a que cela de juste, d'honorable et de vrai. » Donc la morale saint-simonienne réapparaît à ce moment-là. Vous voyez, c'est... Et là, voilà, la véritable naissance du royaume arabe dans les mots va apparaître à partir de 1862, en fait. Hein. Même si, comme vous l'avez vu, son cheminement était depuis longue haleine. Mais, alors, qu'est-ce que c'est que le royaume arabe pour l'empereur? Le royaume arabe, c'est une bande côtière réservée aux Européens, réservée à l'économie liée à l'industrie, aux mines, aux forêts, et puis d'autres activités que les Européens maîtrisent bien, quoi. Donc, Oran, Alger, Constantine-Bonne, une partie de l'intérieur jusqu'au plateau, une toute petite partie de haut plateau, et à partir du haut plateau, donc, commence la bande réservée donc, aux autochtones, celle du royaume réservé aux Arabes, donc la bande intérieure, donc, avec une autonomie quand même assez importante pour les indigènes, donc regroupés en douars-villages, qui pourraient produire, donc, assurer la production agricole de la colonie, avec quand même une surveillance militaire, quand même. Faut pas exagérer. Et donc là, il déclare donc, le 20 juin 65, un peu plus tard, donc je fais quand même des allers-retours, mais ce pays est donc à la fois un royaume arabe, une colonie européenne et un camp français. Donc on a vraiment les 3 piliers en fait, de la colonie d'Algérie pour l'empereur Napoléon III. C'est l'armée, les Européens et le royaume arabe. Donc, ce qu'il veut, c'est associer les Arabes au développement de la colonie. Donc, dans une lettre qu'il envoie donc à MacMahon, hein, le 6 février 63, c'est ça. Il fait le bilan en fait de l'Algérie. Donc, voilà, il y a 2 millions d'indigènes. Il y a à peu près 200 000 Européens. Il récapitule en fait toutes les surfaces qui peuvent être exploitables. Il revient sur le 400 000 concédés aux colons. Donc lui, ce qu'il veut, c'est redonner une partie donc, du domaine et de l'ancien domaine bellique aux Arabes. Donc une grande partie a été soit revendue, soit louée aux Arabes par les concessionnaires, et le reste est loin d'être entièrement mis en rapport. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des tas de terres en fait, qui sont pas exploitées. Donc il faut absolument les rationaliser. Et donc, il aborde le sujet donc, des cantonnements, qui pour lui est absolument doit être abandonné. Quoi. Donc, aussi, est-ce que d'un consentement unanime que le projet de cantonnement soumis au Conseil d'État a été retiré? Aujourd'hui, il faut faire davantage, convaincre les Arabes que nous ne sommes pas venus en Algérie pour les opprimer et les spolier, mais pour leur apporter les bienfaits de la civilisation. Or, la première condition d'une société civilisée, c'est le respect des droits de chacun. Donc le droit de chacun, on approche la citoyenneté, les bienfaits en fait, de la civilisation, la mission civilisatrice de la France qu'on a vue après sous la République, et l'approche saint-simonienne aussi justement, où on s'aperçoit que il faut travailler au bien-être de la population. En fait, c'est un peu
le progrès après le siècle des Lumières. En fait, tout ça, il y a une suite logique, quoi, finalement. Alors, dans le journal des débats, donc, et puis d'autres journaux, mais bon, j'ai pris le journal des débats en exemple, hein, pour la première fois dans la presse, on voit l'expression dont je l'ai grossi après. Donc là, on est 8 février 63, c'est-à-dire 2 jours après la lettre officielle que Napoléon a envoyée à MacMahon. Elle apparaît dans la presse. Donc Napoléon III officialise vraiment sa nouvelle politique. Hein. Voilà, donc ce qu'on trouve en fait dans cette lettre au maréchal, voilà monsieur le maréchal la voie, elle est très connue cette phrase, hein. Voilà monsieur le maréchal la voie à suivre résolument, car je le répète, l'Algérie n'est pas une colonie proprement dite, mais un royaume arabe. Voilà, ça va vraiment grand. Les indigènes ont comme les colons un droit égal à ma protection, et je suis aussi bien l'empereur des Arabes que l'empereur des Français. Ça c'est fort hein, comme déclaration ça. Et donc ensuite il poursuit en disant « Ceux qui, après avoir combattu dans ce pays, allient à une pleine confiance dans son avenir, une vive sympathie pour les Arabes, j'ai chargé le maréchal Randon de préparer un projet de senatus consulte dont l'article principal sera de rendre les tribus ou fractions de tribus propriétaires incommuables, des territoires qu'elles occupent à demeure fixe et dont elles ont la jouissance traditionnelle à quel titre que ce soit. » Donc là, il compte rationaliser aussi la propriété arabe pour en récupérer une partie, mais aussi assurer la protection pour la population arabe aussi, pour qu'ils puissent justement exploiter les terres. Alors donc, il promulgue le Senatus consulte du 22 avril 63, donc, qui a pour but justement de clarifier la situation foncière de l'Algérie en rendant les tribus propriétaires des territoires dont elles avaient la jouissance permanente traditionnelle. Et pour ça, en fait, ce qu'il faut faire, c'est diviser la tribu en douars communes, donc forcément regroupées sur un centre de colonisation arabe, ou alors douars, hein, c'est l'autre nom. Répartir les terres selon la nature de la propriété. Donc là, il va y avoir un travail d'arpentage de la part d'administratifs français, du cadastre. Ça va être un travail de très très longue haleine. Et constituer la propriété individuelle là où elle n'existait pas, en fait. Donc pour assurer, en fait, aux populations autochtones un accès à la propriété individuelle que lui va essayer de développer aussi en France. Hein. C'est vraiment une politique assez globale, en fait, sur tout l'Empire. Alors je reviens donc sur la carte des fameuses terres. Donc là, c'est plus une approche, en fait, avec des prélèvements qui ont été faits. Donc tout ce qui est en gris, en fait, c'est des terres qui ont été déjà prélevées avant l'arrivée au pouvoir de Napoléon III. Et ce qui a été fait justement avec des prélèvements avant Napoléon III. Donc on voit qu'il y a des choses qui ont déjà été faites et d'autres qui vont être à faire, en fait. Donc c'est quand même un gros travail, gros travail. Et là, c'est l'exemple, par exemple, chez les Azèges. Donc on voit que finalement, on retrouve les terres arc et les terres melk. Donc les terres arc qui sont les terres communes, partagées par toute la tribu en bien commun. Donc elles sont éclatées ici, là et là. Les terres arc, je me trompe à chaque fois, melk, les terres individuelles, pardon, excusez-moi, terres individuelles, donc de famille, qui sont soit indivisibles, soit divisibles, hein, qui peuvent être vendues. Les terres melk, donc qui sont arc, qui sont ici, donc, terrain commune. Le domaine public, qui a des petits morceaux, en fait, et les terres cédées à la colonisation, qui sont au beau milieu, en fait. Donc, c'est-à-dire que c'est un patchwork, en fait, qui, au niveau de la communication entre les terrains, est très, très compliqué à assurer, quoi. D'autant plus que, pour dire ce qui est arc et melk, ce sont des notions qui ont été amenées par les Européens. Ça n'existait pas avant. Donc les Européens, quand ils sont arrivés, ils se sont dit, bon, il y a une tradition commune, une tradition individuelle, donc suivant de vieux mots arabes qui traînaient, ils ont récupéré ça, et ils se sont dit, bon, allez, on va mettre deux catégories. Mais le problème, c'est que parfois, c'est gris, c'est-à-dire qu'il y a des terres qui sont communes, qu'on appelle les terres de parcours, où les tribus allaient faire perdre leur troupeau dans les forêts, donc ils sont obligés de traverser une zone commune partagée par toutes. Il n'y a pas forcément un titre de propriété qui va être établi pour assurer cet état de fait. Donc, à
l'arrivée, on va se retrouver avec des choses très compliquées, quoi. Et alors, ceux qui vont devoir établir le cadastre, c'est encore pire, quoi. Donc ça, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête et ça va rendre souvent mécontents certaines tribus parce qu'elles vont se retrouver soit spoliées, soit émiettées un peu partout, comme dans le cas de ces tribus-là. Et ça va être très compliqué pour pouvoir vivre simplement, quoi. D'ailleurs, c'est ce que dit Guignard, l'historien Guignard, il dit qu'en fait, Napoléon III donc, est un partisan de la modernisation des campagnes et un défenseur du principe libéral de propriété individuelle. Donc c'est ce qui va favoriser, offrir la possibilité aux autochtones de pouvoir posséder leurs terres, de la vendre, de l'échanger, de l'exploiter en titre individuel. Et il a aussi fait ça en Bretagne et puis dans les Landes. En fait, c'est lui qui avait planté la forêt, la fameuse forêt. Donc en fait, c'est des choses qui se font de part et d'autre de la Méditerranée. Donc, ah oui, oui, c'est... Ah ouais, il a fait beaucoup de choses. Voilà, donc en 65, j'ai pris cette photo en fait du couple impérial avec le petit prince qui aura un destin tragique, hein, j'y reviendrai aussi. Donc, parce que bon, cette photo-là est assez frappante, quoi. Et en 65, c'est le deuxième voyage de Napoléon III, que j'ai intitulé un thé au Sahara, parce que là, il va parcourir vraiment, il va passer 5 semaines dans le pays. Il va parcourir 3000 km d'est en ouest, du nord au sud. Il va visiter vraiment toutes les 3 départements, toutes les subdivisions. Il va rencontrer en fait les populations autochtones, les populations colons, les autorités, etc. Il va visiter des barrages, des mines, des exploitations agricoles. Et c'est Ismaël Lomain, son interprète direct. Donc là, il a vraiment l'oreille de l'empereur à ce moment-là. Et là, il déclare donc à Miliana, le 9 mai, il faut cantonner les Européens et non les indigènes. Alors ça, c'est assez frappant. En fait, Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et en fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment concentrer les Européens dans la bande côtière qui leur est réservée et avoir le moins possible d'Européens dans les terres agricoles en fait, réservées donc, à l'autonomie arabe, quoi. Donc il avance encore un peu plus loin dans cette partition qui est quand même terre française. Hein, il ne perd jamais sa vue en fait. Hein, parce que... Donc voilà des photos en fait, de son voyage, les mines de fer de Haïm Mokhtar près de Beaune, hein, où on voit justement le convoi impérial, hein, avec le train et donc son wagon particulier. Un arc de triomphe élevé par les habitants de la région de Constantine. Vous voyez, donc à l'honneur de l'agriculture, du commerce et de l'industrie. C'est très 19e siècle tout ça. Alors, pendant son voyage, il rencontre les autorités, il rencontre les populations des colons, les maires, mais il rencontre aussi des populations autochtones qui se précipitent pour le voir, en fait, parce que la plupart l'appellent le sultan français, en fait. Donc il a remplacé vraiment dans l'esprit l'ex-dominateur ottoman, en fait. C'est assez amusant. Et donc, il y a 2 approches pour ces voyages-là. C'est pour certains Européens, tous les Arabes qui viennent le voir, ils le font par intérêt, ou pour la plupart du temps, ou alors avec des intentions malhonnêtes. Mais pour d'autres témoins, en fait, véritablement, c'est un plébiscite, un triomphe. Pour chaque fois que l'empereur passe, les autochtones, les Arabes, en fait, sont fous de le voir, ils veulent le toucher, enfin, ils entourent son carrosse, enfin, c'est quelque chose de fou. Mais là, c'est intéressant quand même à voir, parce que c'est un témoignage justement de quelqu'un qui avait vécu ça. Des clameurs discordantes accueillirent Napoléon III à son arrivée. Toute cette foule de miséreux descendus de la montagne, venus d'un peu de tous les points du territoire des Flitas, se massait autour de la voiture impériale et de son escorte. Les uns hurlant « Biblamprou, Biblamprou », d'autres criant des choses incompréhensibles, donc vive l'empereur, incompréhensibles dans leur langage rude, tous cherchant à se rapprocher de l'empereur avec des intentions plus ou moins honnêtes. La foule, en se bousculant, menaçait de déborder les gardes de cavaliers et d'envahir la calèche impériale. Pris de frayeur, Napoléon III fit signe à son trésorier particulier qui se trouvait derrière lui, dans une autre voiture, avec des cassettes contenant une somme assez forte. Aussitôt, des pièces d'argent et d'or tombèrent en pluie sur la cohue, jetées à pleine main par le trésorier, et un des généraux de la suite. Les Arabes se précipitèrent alors sur le sol pour y recueillir la précieuse aubaine.
Alors pourquoi je voulais parler de ça? Parce qu'il y a eu la même scène à Philippeville, par exemple. Donc ça a dû se reproduire ailleurs. Donc il se présentait comme un bienfaiteur aussi. Oui, forcément. Bible, c'est vive. Elle Bible, c'est vive. Vive, ben, je pense parce que Bible en France, avec la réformation, c'est ça. Ouais. C'est la peur. Ouais. Voilà. Et on achète Alors, il envoie, à l'issue de ce voyage, donc quand il revient donc, le 7 juin, il envoie une lettre, ce que j'appelle une lettre cadre, c'est-à-dire en fait pour bien cadrer en fait MacMahon, qui déjà il devait voir que MacMahon commençait un peu à dériver par ses consignes, hein, et il n'était pas trop pour en fait ces mesures-là. Donc voilà ce qu'il dit en fait. Mon programme se résume en peu de mots: gagner la sympathie des Arabes par des bienfaits positifs, attirer de nouveaux colons par des exemples de prospérité réelle parmi les anciens, utiliser, ah ça c'est très important ça, utiliser les ressources de l'Afrique en produits et en hommes, arriver par là à diminuer notre armée et nos dépenses. Donc pour lui, les populations indigènes sont un excellent réservoir aussi pour pourvoir aux armées françaises et assurer la puissance de la France en fait dans le monde. Donc vous voyez, donc il y a quand même les deux aspects. Il y a un aspect saint-simonien, mais il y a quand même l'intérêt supérieur de la nation. C'est pas... Donc là, en fait, dans la deuxième partie de sa lettre, il dit « La population de l'Algérie se décompose à peu près de la manière suivante. Indigènes, 2 580 000. » Très précis, 267. Européens, 192 546. Armée, 76 000. Il y a encore 76 000 militaires, j'allais dire en France, mais non, en Algérie. Hein. Toujours le rapport de 10. Ouais, c'est... Ce pays est donc, alors je reviens en fait, ce pays est donc à la fois un royaume arabe, une colonie européenne et un camp français. Donc c'est là qu'il lui dit, qu'il aborde les trois. Je me rends compte. Vous m'entendez toujours? Oui, très très bien. Alors il va promulguer un second Senatus Consulte le 14 juillet 65, qui va parfaire sa politique pour le royaume. Alors, c'est peut-être un peu écrit petit, mais disons qu'il y a 3 articles importants, en fait. Le premier déclare que l'indigène musulman est français. Néanmoins, il continuera à être régi par la loi musulmane. Bon, ça n'a rien de neuf. Hein. Article 2, l'indigène israélite est français. Néanmoins, il continuera à être régi par son statut personnel. Donc là aussi, rien de neuf pour l'instant. Article 3, l'étranger qui justifie que 3 années de résidence en Algérie peut être admis à jouir des droits de citoyen français. Voilà. Et 4, ça c'est là que ça devient intéressant, la qualité de citoyen français ne peut être obtenue conformément aux articles 1, 2 et 3 du présent Senatus Consulte, qu'à l'âge de 21 ans accompli, elle est conférée par décret impérial, rendu en Conseil d'État. Voilà. Donc là, il approche justement, et évidemment pour tout ça il faut un décret qui va venir ici. Donc le décret d'application en fait, du Senatus Consulte est signé par l'empereur le 21 avril et effectif le 13 décembre. Donc dans son titre premier, on a « Admission, service et avancement des indigènes de l'Algérie dans l'armée de terre ». Donc les indigènes peuvent intégrer l'armée de terre, sans problème. Admission au service et avancement des indigènes dans l'armée de mer. Admission des indigènes dans les fonctions et l'emploi civil. Donc là, il légalise véritablement en fait, la possibilité d'employer des indigènes dans l'administration. Et pareil, donc, là, le titre 4 qui est intéressant concernant la naturalisation des indigènes. C'est là que je vais détailler. Hein. Donc, ce décret, donc, il a été issu d'une collaboration entre les magistrats français et musulmans. Donc, les deux se sont réunis en commission pour essayer que les textes protègent plus les musulmans donc, des empiètements de la justice française. Parce que forcément, il y avait toujours les tentatives. Et donc, il précise les conditions d'admission à la citoyenneté française. L'indigène musulman israélite qui veut être admis à jouir des droits de citoyen français doit se présenter en personne, soit devant le maire de la commune de son domicile, soit devant le chef du bureau de la circonscription dans laquelle il réside, à l'effet de former sa demande et de déclarer qu'il entend être régi par les lois civiles et politiques de la France. C'est clair, donc là, il n'écoute pas, donc il devra abandonner le code musulman. Donc bon, ils ont cette possibilité, on va voir ce que ça va donner. Hein. Mais, comme j'ai intitulé ça, en fait, c'est un parcours très compliqué, semé d'embûches. Il y a des résistances, un peu partout. Quoi. Déjà, il y a la grande famine de 66-68, qui est terrible, vraiment.
il y a une série de sécheresses en 66, 67, 68 qui massacrent les récoltes d'Algérie. Évidemment des épidémies de choléra et de typhus qui s'en suivent. Hein. Et la nouvelle organisation des campagnes qui peu à peu s'est installée avant et pendant les signatures consultes a fait que les différentes populations d'Algérie étaient vraiment cantonnées dans les campagnes, mais avec leur organisation traditionnelle qui a été un petit peu cassée. Donc les solidarités entre tribus qui marchaient un petit peu avant quand il y avait des problèmes de famine ont moins bien fonctionné. Puis bon, la sécheresse a été terrible. Donc, ça aggrave les crises, et qu'est-ce qui se passe? C'est que les populations autochtones n'ont plus rien à manger dans les zones rurales, et elles se déversent dans les villes. En longue colonne sur la route, certains meurent sur les bords de route, enfin, c'est une atrocité, quoi. Une atrocité. Donc voilà une illustration qu'on voit en fait dans un hôpital de... Je ne sais pas quelle ville c'est, ça. C'est à Miliana. L'hôpital de Miliana, c'est ça, vous voyez. Donc il n'a rien à envier à ce qu'on a pu voir dans Biafra et puis toutes les scènes d'atrocité. Hein. Donc la presse s'en empare, bien sûr, et l'évêque d'Alger, en fait, lance une tribune dans la presse pour alerter l'opinion nationale, pour aller aider justement la colonie, quoi, parce que c'est quand même assez terrible.